Bonjour et bienvenue sur le webinaire d'In-Situ. Merci aux gens qui regardent la rediffusion. Alors sur le webinaire d'aujourd'hui, on a Jules et Nawal d'In-Situ qui sont tous les deux apporteurs d'affaires, bizdev, responsables commerciaux et qui répondent aux questions de l'ensemble des freelances sur comment gérer son activité commerciale, comment est-ce qu'on collabore avec des porteurs, etc. Merci à tous les gens qui ont participé à ce live et qui ont posé des questions. Merci à vous qui nous regardez en rediffusion. Merci aux gens qui viennent de cliquer sur la notification parce que vous êtes super pressés. Et puis, je vous mets tout de suite le générique et dans 2-3 minutes, le temps qu'on fasse un peu de promo pour amener tout le monde et que la notification LinkedIn se diffuse, on sera là pour répondre aux questions. Le générique dure exactement 4 minutes. Donc, si vous êtes sur la rediffusion, alors il dure exactement 4 minutes 29. Donc, si vous êtes sur la rediffusion, on peut avancer de 4 minutes 29 dans le futur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. Alors si c'est la première fois que vous rejoignez un webinaire de In-Situ, sachez que In-Situ c'est une société qui aide les freelances à rencontrer leurs clients grands comptes, donc à développer leur business. Ils aident également aussi des freelances à créer leur activité, ils passent du temps avec les freelances aussi pour les conseiller. Ils ont aussi un service de portage salarial si vous n'avez pas envie de créer votre société. Ils sont présents dans toutes les villes de France les plus stylées, à commencer par Lille, Nantes, Lyon, Valence, Grenoble aussi, Bordeaux. De manière générale, ils commencent à être partout parce que le remote nous permet de travailler de partout et d'avoir des clients partout. Donc, tout le monde est dispo. Les bizdev de In-Situ, je vous invite à vous présenter dans le chat, à présenter votre ville dans le chat pour me compléter. Si c'est la première fois que vous regardez un webinaire aussi, je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn. On fait des webinaires tous les mois et on répond à toutes les questions qui sont utiles à différents freelances, peu importe que vous soyez dans l'IT ou pas. Donc n'hésitez pas à nous vous signaler et à vous abonner surtout. Le sujet du jour, c'est un peu la relation avec les apporteurs d'affaires, mais surtout on en profite pour poser des questions à nos experts qui sont Jules et Nawal. Je vais vous faire monter sur la scène, Jules et Nawal. On va tester le son tout de suite, c'est parti. Et bonjour. Bonjour. Hop, très bien, donc ça a l'air de marcher. Est-ce que si on se met comme ça, on est bien? Alors ça, et celui-là, il est un peu bizarre, moi je trouve. Il est un peu bizarre. On va rester comme ça, ce sera plus simple. Je vais vous mettre tous les deux en haut. Hop là, voilà, et moi je suis en bas. Très bien, et donc il y a Lisa qui est à Lille. Il y a à Bruxelles, c'est une personne anonyme. C'est qui votre collègue de Bruxelles? Vous avez une collègue bruxelloise ou pas? Non, je pense que c'est peut-être un freelance là. Ah ouais, je ne sais pas. On a Joanne qui est à Lille, Aurélie qui nous dit bonjour. En vrai, il y a déjà du monde. On est déjà une 60aine de personnes. Il y a eu plus de 500 inscrits pour ce webinaire, donc sûrement qui regarderont la diffusion. Beaucoup de succès, beaucoup de gens qui ont envie de vous poser des questions. Vous pensez en particulier que c'est quoi la question que tous les gens qui n'ont pas pu venir auraient voulu absolument vous poser, Nawal et Jules? Vas-y, commence. Est-ce qu'on va bien déjà? Est-ce qu'on est chaud pour répondre à toutes les questions? Et vous avez mangé quoi hier? C'était ça la question test. On met des pâtes. Vous avez mangé des pâtes? Des pâtes, c'est la vie. Et un peu de poisson pour moi. Ah, c'est Jérôme de Bruxelles. Ah bah voilà. Ah, c'est le fameux Jérôme. Ben oui, Jérôme est toujours en anonyme, effectivement. Mais je suis content de cela. Ouais. Hop. C'est vrai, vous passez une bonne journée. Est-ce qu'après, vous avez le droit à un resto? Parce que quand on fait les webinaires au bureau, après, il y a un resto. Là, vous avez le droit à un resto ou pas après? Je sais pas, on va voir. On va négocier ça là. On va négocier, ouais. Du coup, vous êtes tous les deux au bureau In-Situ à Lille. Donc, il y a effectivement toute une équipe en régie pour vous encourager. Tac. Une des premières questions, finalement, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Alors, dans le chat, je vous invite à poser des questions. Moi, j'ai une liste de questions à poser au cas où vous n'ayez pas de questions du tout à poser, mais posez vos questions. Et la question que j'ai envie d'amorcer, finalement, Nawal et Jules, parce que ça fait longtemps, finalement. Alors déjà présentez-vous. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur le business? Nawal, vas-y, commence. Ok. Moi, j'entame ma 8e année, normalement, sur le marché de l'IT en général. Ouais. Et là, c'est ma 2e année chez In-Situ en tant que business manager. Et donc, voilà, j'en suis ravie. Et du coup, moi, j'ai été consultant avant d'être chez In-Situ, consultant en management et SI. Et il y a 2 ans, j'ai ouvert l'agence de Nantes d'In-Situ. Voilà. Je sais pas comment on fait pour avoir l'écho. On a un écho là? Ouais, il y a un écho, mais je sais pas comment on fait pour l'avoir parce que vous avez clairement pas, on va dire, le bruit de fond de micro, annulation de l'écho. Écoute, j'ai rajouté un paramètre en plus pour réduire le bruit de fond. Là, vous êtes tous les deux muets. Hein. Hop. Je mets moins fort mon son.
Hop. Et du coup, Ça va mieux ? on va entendre moins bien Jules là ici. Hop, mais, si on peut mettre le micro de Jules pour voir. Est-ce que c'est bon là ou pas? Ouais, vas-y. On verra bien si l'écho revient ou pas par la suite. Tac, Ok. ça va, t'inquiète. Mais en tout cas, on peut faire le. Ouais, voilà. Si il y a un Jitsi, vous avez une option d'annulation de l'écho. Mais non, on n'est pas dans un Jitsi, Jérôme, on est dans un StreamYard, bien sûr. Du coup, Jules, tu avais répondu à la question? Oui. Ok, j'ai pas écouté la réponse, que j'étais en train de réfléchir à la technique. Je disais qu'on se voyait souvent à Nantes. On se voyait souvent à Nantes. Ce que je disais, une des premières questions, c'est est-ce que. Il n'y a qu'un micro, Jérôme, d'ouvert. Qu'est-ce que je disais, c'est que. Est-ce que le freelancing, ça a changé d'après vous? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que du côté des clients, ils n'ont plus la même valeur perçue des freelances. La place des freelances dans les équipes IT, dans les DSI, elle a changé dans le cours en 2023, quoi. Moi, je suis Non. un peu d'accord. Moi, c'est le constat qu'on fait avec l'ensemble des apporteurs d'affaires chez NC2. Le freelancing, il a changé et il a changé dans le bon sens. C'est-à-dire que la fonction, en tout cas le statut du freelance en prestation, il s'est complètement démocratisé. C'est vrai que j'ai le retour dans mes oreilles, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave, on va s'habituer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les clients sont de plus en plus OK pour recevoir les candidatures de freelance. Ouais. Et ça, même dans des établissements publics qui, à l'origine, n'étaient pas... c'était pas la cible, en fait. Moi, j'ai l'impression que, en fait, avant, souvent, les clients ils préféraient prendre des prestataires de SN parce que les freelances, c'était censé être trop volatile, volage, tenir à leur liberté et partir du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les collaborateurs en freelance, ils ont la même place dans l'entreprise que les collaborateurs en salariat, quoi. Alors que les collaborateurs de SN seront toujours des salariés d'une autre entreprise, quoi. Ouais, je pense que c'est un mythe. Et puis même, on remarque avec les freelances, c'est leur propre image de marque. Donc au final, ils sont beaucoup plus sérieux. Et voilà, ils vont au bout. Ils s'engagent dans la durée. Ils s'engagent vraiment sur les missions. Enfin voilà, le but c'est vraiment qu'ils mettent à dispo du coup leur expertise. Et la plupart du temps, les clients, voilà, ils sont très très contents et ils disent qu'ils dépassent leur attente, quoi. Les freelances aujourd'hui, ils n'ont pas de mal à rester plus de 2 ans dans une entreprise chez un client? Ouais, on en voit de plus en plus. Là, on a des freelances qui prestent depuis 7-8 ans chez un même client sur une même mission qui va bien entendu évoluer. Mais oui, on a des prestations de plus en plus pérennes et donc longues. Ok. Du coup, Nawal, tu peux baisser le son sur ton ordinateur pour avoir moins de retours. Ça te gênera moins. Tu devras faire un effort pour m'entendre. Et du coup, on entendra moins ton casque dans le micro de Jules. C'est OK. Alors, Jérôme demande si la qualité des collaborateurs de SN a baissé, mais clairement, c'est une question qu'on ne peut pas poser, Jérôme. Sa question n'est pas recevable. C'est sûr que non, on ne peut pas la poser. La qualité des gens ne peut pas baisser de moyenne. Hop. Les coûts ne sont pas les mêmes aussi, nous dit Jérôme. Dans une ESN, il était vendu sur un TGM beaucoup plus élevé, beaucoup plus gros. Ça Nawal, tu penses que un freelance, ça coûte moins cher aux clients qu'un collaborateur de ESN? Ou est-ce que c'est la différence entre le... Parce que moins cher, je ne dirais pas moins cher. Je dirais... Ça dépend des attentes aussi. Quand tu prends un freelance dans une grosse ESN, tu payes les bureaux du siège social de la grosse ESN, toutes les équipes support, l'infirmière de la grosse ESN et tout ça, tu vois. Alors que quand tu prends un freelance, tu payes que le freelance et son comptable éventuellement, et son porteur. Oui, puis surtout, tu payes pas les intercontrats aussi dans l'ESN. Enfin, tu vois, qu'il peut y avoir aussi. Enfin, tu finances vraiment indirectement aussi les intercontrats. C'est pas juste le même modèle, quoi, effectivement. Il y a plus de valeur qui va dans la poche du freelance aussi. Donc, c'est les collaborateurs. Est-ce que le collaborateur indépendant, il est plus incentivé dans la mission parce qu'il a plus de valeur qui lui arrive à lui à la fin? Moi, je dirais ça, ouais. Je pense que c'est ça. Oui, c'est vrai. Jules, c'est quoi ton ressenti? Effectivement, enfin, on sent que les freelances sont beaucoup plus à même, enfin, comme ils sont tout seuls entre guillemets, ils vont aussi plus se former, plus être au courant. Enfin, vraiment, ils vont mettre leur expertise et ils se sentent, j'ai l'impression, plus impliqués que quand ils sont en ESN. Moi, c'est le constat un peu que j'ai pour être issu un peu de ESN avant. Effectivement, voilà, les personnes vont vraiment au bout, vont dans leur mission, ils se dépassent, quoi. C'est ce que je te disais avant.
En vrai, c'est marrant, regarde, il y a un autre utilisateur anonyme, il se vexe parce que j'ai dit que c'était Jérôme qui avait posé la question alors que c'est pas lui, mais pour moi, c'est que des utilisateurs anonymes et ils ont pas, j'ai pas les opt-in. En fait, si, c'est comme vos paramètres de confidentialité sur LinkedIn, ils font que les gens qui sont pas connectés avec vous, ils peuvent pas vous voir. Du coup, le logiciel me permet pas de montrer votre photo et votre nom, prénom à l'écran. Ce qui est OK, hein, garder des paramètres de confidentialité sur LinkedIn serrés, ça évite que vous soyez sursollicité par tout et n'importe qui. Mais donc, du coup, j'ai noté que c'était Hotman qui avait posé la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions hein, dans l'ensemble. Voilà, donc ils sont grosso modo d'accord, hein, sinon dans le chat avec nous. Hein. Ils peuvent continuer la conversation entre eux sans souci. Qu'est-ce qui a fait. Alors, j'ai l'impression que ce qui fait ce changement-là, c'est le fait qu'on est bien démocratisé, on a bien comment dire, parlé pour les freelances, on a bien expliqué aux entreprises, aux clients ce que c'est le freelancing. Est-ce que du coup le marché a changé? Alors, Benjamin me donne la question, il me la met dans les mains. Est-ce que le fait que le marché ait changé aussi, ça change le rapport entre les freelances et les clients, quoi? Je pense que chaque marché, effectivement, connaît ses problématiques liées à leur secteur d'activité. On peut prendre aussi, par exemple, la banque avec les taux d'intérêt qui ont beaucoup monté. Enfin, voilà. Il y a vraiment, on sent qu'il y a vraiment des besoins encore. Les clients ont des besoins parce qu'il y a des projets. Mais effectivement, le niveau d'exigence du coup des clients est monté d'un cran. Après, voilà, cette période, elle permet aussi aux entreprises de faire le tri dans les projets qu'elles mènent. Et je pense que ça présage vraiment un bel avenir, que ce soit en 2024 ou 2025. Il y a un freelance dans le chat, hein, il y a Yakuba qui dit que le début d'année est difficile. Est-ce que vous pensez que le début d'année est difficile? J'ai l'impression que la fin d'année dernière était plus difficile que le début d'année, non? Oui, moi je te rejoins là-dessus. On a eu beaucoup plus de difficultés sur un marché qui était hyper tendu sur la fin d'année. Et là, ce début d'année, on n'arrête pas, on croule sous les besoins et pas mal de bons candidats aussi. Donc non, du coup, moi je trouve que depuis le mois de janvier, c'est un marché qui est plutôt porteur, ou qui reste en tout cas. Il y a un sujet, hein, Hotman pose la question. Est-ce que vous pensez que il y a un impact du financement CIR? Ça, du coup, est-ce que vous savez si quand on est porté par In-situ, c'est plus facile pour le client de le mettre en financement CIR ou en C2I après? Je pose pas la question aux bonnes personnes forcément là, hein, je sais. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, Il y a Alexandra je qui vois la répond à la réponse question. Ouais, c'est ça. Effectivement, j'ai eu le cas moi à Nantes sur le financement CIR, mais effectivement, comme le dit Alexandra, très peu. Alors, si vous avez des questions sur le financement CIR C2I, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Il y a notre prestataire à nous qui nous fait notre C2I qui a pris la parole sur le blog de Wheel of Death pour expliquer à quoi ça sert l'agrément CIR C2I pour les freelances. Parce que je vous avoue, ça faisait 8 ans que je me posais la question, je ne comprenais rien. Et maintenant, il y a un article de 2000 mots qui me permet de répondre à la question en disant voilà, j'ai toujours pas compris, mais il y a un article de 2000 mots. Voilà. Et en vrai, c'est un sujet assez complexe. Hop, j'essaie de suivre la conversation dans le chat en même temps. Le marché est porteur sur toute la France ou uniquement Paris-Île-de-France? Dans le Nord, j'ai l'impression que c'est calme. Voilà, il y a un autre utilisateur, Redouane, qui dit que le Nord est plutôt calme en ce moment. Vous êtes Jules, toi, tu es sur le marché nantais et Nawal, tu es sur le marché lillois, toi. Tu veux commencer ou je vais juste répondre sur la partie Nord. Le marché, il n'est pas calme. À mon sens, à moi, c'est qu'on a plus de candidats. Comme le statut de freelance, il s'est complètement démocratisé, on a beaucoup plus de candidats. Et donc, pour un même nombre d'offres, si ce n'est un peu plus, quoi. Ah, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quand même plus de compétition pour les missions. Oui. Il y a plus de missions que sur le trimestre d'avant, mais en même temps, il y a aussi beaucoup plus de gens qui se battent pour avoir la mission. Exactement. Ouais, je comprends. Donc effectivement, pour les freelances, à la fin, ils peuvent avoir l'impression que le marché est plus difficile, mais c'est plus parce que les freelances entre eux se donnent la compétition, quoi. Ouais. Et puis, il y en a beaucoup qui se lancent. Donc, le fait que ce soit facile, que ce soit maintenant un peu plus démocratisé auprès des clients, les clients, ils vont regarder les candidatures freelance au même titre qu'un consultant en ESN, en CDI, etc. Après, si ça vous rassure, sur le CDI aussi, il y a énormément de compétition en ce moment.
Moi, je suis très impressionné. Hein, sur We Love Devs, nos clients ils recrutent 2000 à 2500 personnes par an dans l'année. Hein. Je suis très impressionné. Ça fait 8 ans qu'on fait le métier là et ça fait depuis 8 ans, grosso modo, à partir de 2 ans d'expérience, il n'y a plus trop de compétition entre les candidats sur un poste. Et là, vraiment, en ce moment, on voit de la compétition entre des candidats qui ont 8 ans d'expérience, voire 10 ans d'expérience sur des postes un peu plus seniors. Ce qui existait vraiment pas il y a 2 ans. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a de la compétition entre les freelances en ce moment qu'il faut pas se lancer en freelance. Il y a de la compétition de manière générale sur le marché de l'emploi. Hein. Je commençais il y a 2-3 mois, c'est tout nouveau pour moi. Hein. Ben ouais, c'est vrai, c'est chouette. Félicitations, bienvenue Hotman. Hop. Ceux qui se lancent viennent souvent de SL, le next step pour un consultant. Est-ce que vous pensez du coup que le freelancing, c'est une étape logique dans le parcours d'un consultant en ESN? Ou est-ce que ça devient de plus en plus une étape normale, quoi? Effectivement, il y en a pas mal qui viennent de SN, ça c'est un fait. Après, effectivement, on a aussi des personnes qui étaient internes jusqu'à présent chez des clients finaux et qui se lancent aussi freelance. Et ça, c'est un peu nouveau, je trouve. Voilà, si on prend le secteur d'assurance, moi j'ai eu des personnes qui ont fait, 10 ans d'assurance chez des clients finaux et qui au final se mettent freelance. Je parle de l'assurance parce que du coup c'est plus sous-ouest aussi, voilà. Mais bon. Attends, ceux qui sont en interne, pourquoi est-ce qu'ils passent en freelance du coup? C'est pour gagner plus d'argent ou c'est pour changer de Ouais, secteur? il y a le gap effectivement salarial, il y a le fait d'être indépendant aussi, enfin ça, et puis effectivement le fait de se dire bon bah je pourrais aussi peut-être, j'ai fait que de l'assurance, je pourrais peut-être faire un peu de retail, ou je pourrais faire peut-être un peu de banque. Enfin voilà, c'est aussi l'idée de pouvoir changer. Alors, il y a une Tu as question. aussi l'expertise qui s'est construite tout au long de l'expérience en interne, en CDI. Et donc, du coup, mis bout à bout, expertise, compétences, mindset, bonne connaissance métier, bah, t'en fais une offre de service finalement et puis tu la proposes sur étagère en tant que freelance. Dans le chat, ils sont déchaînés. Mais est-ce que vous pensez que en fait, au final, la compétition entre les freelances pour les missions, elle fait pas forcément baisser le TGM parce que du côté du client, il avait toujours plein de prestataires ESN pour la même mission. Donc le marché, il est quand même toujours porté par le gros du volume. C'est pas parce qu'il y a plus de freelance qu'il y a moins, qu'il y a moins de prestataires qui cherchent à avoir la mission, non? Oui, c'est ça. Puis à un moment, il y a le client, il a un budget, il va pas se dire je vais prendre celui qui me coûte le moins cher. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. L'idée, c'est d'avoir l'expertise. Hein. On va pas commencer à descendre les TGM pour descendre les TGM. Il n'y a aucun freelance qui gagne une mission parce qu'il s'est positionné 50 € en dessous de l'offre, quoi. Je pense trop là, les signatures qu'on fait à profil égal, gabarit de profil égal, c'est vraiment, ça va jouer sur du feeling. Il y a vraiment effectivement avant on jugeait que l'expertise, et maintenant il y a vraiment tout ce qui est soft skill, comment il va se présenter, comment il va être avec les autres collègues, les internes, voilà, il y a vraiment cet aspect-là qui est important pour les clients aujourd'hui, quoi. Les soft skills, c'est un mot qui a pas de sens pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot qui soit clair pour tout le monde? Est-ce que c'est des compétences relationnelles? C'est des compétences de gestion de projet? Est-ce que c'est des codes? C'est un comportement. Ouais, c'est le comportement en société. Enfin, c'est comment il va être. Est-ce qu'il va être un peu plus avenant? Est-ce qu'il va, je sais pas comment apporter son expertise, être force de proposition, capitaliser sur son background dans d'autres boîtes, sur d'autres sujets, qui peut apporter dans sa nouvelle mission, et être vraiment, en conseil, un peu plus qu'en simple exécutant. Par rapport à une roadmap qu'on lui a donnée, etc. Il y a pas mal de commentaires dans le chat. Je vais essayer de prendre un peu ce sujet-là. Comment on fait pour trouver les apporteurs d'affaires sur LinkedIn? Déjà, sur ce live, hein, vous avez des gens devant vous. Il y a différentes sociétés et il y a aussi des indépendants. Hein. Chris, qui est dans le chat, par exemple, vous aidera. De manière générale, il y a tout un réseau. Hein. Là, maintenant, en ce moment, vous pouvez parler avec les gens. La posture, oui. Alors, faut voir qu'en termes de RH, on fait un peu attention à ce que c'est, parce que le savoir-être ou la posture, le comportement, ça peut donner
l'impression que c'est l'inné et ça permet pas aux autres de l'apprendre. Mais il y a des vraies compétences qui consistent à organiser une réunion. Est-ce que tu es capable d'animer une réunion? Est-ce que tu es capable d'exprimer clairement tes idées et de les défendre? Ça, c'est des compétences en soi et il faut pas les négliger. Elles sont importantes, hein. Si on fait que faire du code, ben, ça ne suffit pas pour atteindre les objectifs des projets, quoi. Donc, c'est toutes ces compétences-là. Et elles sont très, très dures à nomenclaturer, à décrire sur une fiche de poste. C'est bien plus facile. Voilà, Luciateur dit in situ, bien sûr. Il y avait une question, il y avait un sujet qui passait. Quand on a parlé, du coup, je vais revenir là-dessus en arrière, sur le sujet qui parlait finalement quand on parlait de est-ce que c'est l'étape d'après dans les ESN. Moi, j'ai l'impression aussi que avant, tu vois, il y a un statut quand on est consultant, il y a un statut un peu d'expert ou de consultant senior qu'on cherche à avoir. Et dans les ESN, il y a un peu parfois ce système où il y en a un parmi 10 qui a cette posture d'expert, qui va donner des conférences à droite, à gauche, etc., qui est souvent déstaffé pour faire de la promo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour obtenir ce statut-là, cette reconnaissance-là en tant qu'expert dans son métier, on est obligé de passer par le freelancing. C'est plus l'étape obligatoire maintenant. C'est plus facile d'atteindre cette notoriété d'expertise, cette expertise-là quand on est free, que de devenir un expert mis en avant par son ESN, quoi. Ouais, puis surtout, l'avantage quand tu es freelance, c'est que tu peux vraiment aller du coup d'un secteur à un autre, ou alors même d'une mission à une autre, ce qui fait que tu prends en maturité et tu apprends plein de choses aussi, quoi. Et les clients, c'est ce qu'ils cherchent aussi derrière, c'est un peu le retour d'expérience et comment font les autres. Johan dit il a mis un jour de réseautage dans son BP. C'est un jour par mois ou un jour par an? Parce qu'un jour par an, c'est pas du tout assez, hein. Nawal, Peut-être un jour par semaine. Peut-être un jour par semaine. Un jour par semaine même, hein. Nawal, tu as l'impression que les freelances sont plus facilement reconnus dans leur expertise que quand ils étaient en ESN? Ou est-ce que tu connais des free qui sont passés en free pour aller chercher ce statut-là, chercher cette reconnaissance-là? Oui. Question plus politiquement correcte. Oui, parce qu'en ESN, tu fais partie d'une société, donc du coup, tu n'es pas reconnu en tant que tel, en tant que Damien, avec son expertise, etc. Et tout ce que peut apporter un profil comme le tien. Ouais. Tu es plus, en tout cas, caché en ESN. C'est l'ESN qui va avoir les éloges par rapport à la prestation que toi, tu as faite. Ouais. En freelancing, tu prends toutes les éloges par rapport à la prestation que tu fais. Donc, du coup, c'est un peu plus récompensé à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu es en freelance, c'est ta propre marque, tu investis sur ton propre branding. Ok. Est-ce que du coup, on peut aller chercher les mêmes projets quand on est indépendant que quand on est en ESN? Bah, moi, je pense que oui, hein. Enfin, franchement, hein. De plus en plus même. Hein. C'est même plus. À quel moment est-ce que j'ai plus de choix comment j'ai le choix dans mes missions en tant qu'indépendant, quoi? Bah, c'est nous, les apporteurs d'affaires. On essaye de te donner un maximum de sujets, d'avoir les go clients qui vont bien, et ensuite te donner le choix sur la mission. En fait, l'idée, c'est vraiment de te proposer les missions en fonction de ton profil, et qui va là où tu vas bien te sentir dans la mission. Nous, chez In-Situ, on pourra peut-être en parler après, mais l'idée, c'est qu'on rencontre chaque freelance pour vraiment comprendre son parcours, comprendre ce que tu as fait, ce que tu veux faire, pas faire. Et grâce à ça, du coup, on va te proposer des missions qui sont en corrélation, du coup, avec ce que tu souhaites faire. Mais bien sûr, tu as le choix dans ta mission, du coup. Vous voyez régulièrement les consultants qui sont placés en freelance, parce qu'on pourrait imaginer que tu vois, quand on est en ESN, le manager qu'on a, ou la manageuse en l'occurrence, on la voit plus souvent, et que quand on est en free, l'apporteur d'affaires, finalement, c'est qu'un passe-plat pour la facturation. Vous le voyez souvent ou pas? Vous voyez souvent vos consultants ou pas? Aussi souvent que possible, pour à la fois répondre à ses besoins, les anticiper aussi, très important. Et puis, pour le suivre, pour garder une relation de proximité, c'est important. Pareil, l'idée, c'est juste appeler, prendre un café. Enfin, voilà, l'idée, c'est créer du lien, hein. Enfin, on est là pour les aider. Et une fois que la mission se termine, bah, on essaie aussi de rebondir sur une autre mission pour l'accompagner, j'ai envie de te dire, tout au long de sa vie, quoi. Alors, Jérôme pose la question, quel est le comportement des freelances qui agace le plus les chargés d'affaires, les apporteurs d'affaires? Est-ce que vous avez un peu un red flag à donner à l'avance?
Alors, moi, pour ma part, j'ai du mal avec les freelances qui ne sont pas transparents. J'ai besoin Vous êtes d'avoir, moi, transparent. toutes les données relatives à sa recherche pour pouvoir bien cibler. Et de la même façon, moi, je vais répondre exactement de la même façon. Donc, en mode transparence, histoire de tout lui donner, enfin, tous les éléments que je peux lui donner, je le lui donne en totale transparence. Et ce qui fait qu'après, moi, je suis plus sécure pour avancer dans les process auprès de mes clients en totale exclusivité. Si je manque de transparence, forcément, il va y avoir un couac après. Alors, du coup, Mariama, tu poses la question, on est dans la réponse, c'est nickel. Hop, je note la question. Il y a 2 questions que j'ai taguées pour plus tard. La transparence, Nawal, c'est quelque chose que tu abordes, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes plus transparent avec le freelance que quand on est en salarié en ESN. C'est-à-dire que vous êtes très transparent sur les TJM. Vous parlez des TJM avec les freelances, n'est-ce pas? Oui, les TJM, les commissions, et pas qu'avec le freelance, avec Avec le le client. client. Et quand Comme on c'est une est. relation tripartite, on Ouais. a besoin d'avoir ce niveau de transparence avec les 3 parties. Et la transparence, du coup, elle doit être réciproque. C'est-à-dire que si toi, tu es transparente avec le freelance sur la mission, il faut que les freelances soient aussi transparents sur leurs envies. Ouais, enfin, tu vois, je me permets, Damien, mais ça m'est déjà arrivé qu'un freelance me dise ouais, ouais, trop bien la mission, je commence lundi, et au final, il vient pas. Ouais. Et donc, du coup, bah voilà, ça c'est un peu agaçant, que ce soit pour le client, mais enfin, même le client, il comprend pas pourquoi tout s'est bien déroulé en entretien et qu'au final, la personne n'est pas venue, quoi. Donc voilà, mais c'est un peu la transparence et la confiance, voilà, je dirais la confiance aussi, quoi. Dans le recrutement en CDI, ça s'appelle le ghosting, c'est un enfer, tout le monde en a peur. Il y a Moi, ça quelqu'un va, qui dit j'ai que jamais eu peur. Sincito est super réglo là-dessus. Ouais. Bon, on évite un maximum. Après, c'est pour ça, pour répondre à ta question, c'est quoi le plus agaçant dans la relation avec un freelance? C'est le manque de transparence. Et si je détecte un manque de transparence, bah, je suis bloquée pour avancer sur la suite du process. C'est Mais une ça, je relation de confiance, du communique coup, aussi? pareil en totale Ouais. transparence auprès du freelance. Je lui dis, Il faut que tu écoute, sens là, confiance, ouais. si tu veux garder le sujet anonyme ou secret pour une raison ou pour une autre, je vais devoir arrêter le process parce que je ne peux pas continuer sur ces bases-là. Je peux pas laisser de place au hasard, en fait. Je prends la question de Oussem parce qu'elle va avec, hein, mais j'ai noté d'autres questions à côté, Mmh. je les ai étoilées pour plus tard. Les freelances, ils ont aussi. Par rapport à quand tu es en ESN, tu es développeur Java, en fait, tu restes souvent développeur Java. Les freelances, ils changent rapidement de position et d'expertise. C'est-à-dire que souvent, s'ils veulent changer de client ou de mission, c'est parce qu'ils veulent changer d'expertise, ils veulent développer une autre compétence. Il faut que. C'est un enjeu pour vous de rester à l'écoute du freelance pour comprendre ce qu'il a envie de faire sur sa prochaine mission pour pouvoir détecter les besoins en amont, quoi. Ouais, puis tu vois, pareil, Damien, il y en a plein qui nous demandent, enfin des freelances qui sont en mission avec nous, ils nous demandent des conseils un peu en disant bah tiens, j'essaie de me former un peu au React, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un peu porteur ou autre? Et donc du coup, bah on leur dit bah tiens, dans tel secteur, effectivement, il y en aura plus, ou non, peut-être va sur du AWS, du GCP. Enfin voilà, on essaye de vraiment les aider aussi. Donc là, je sais pas si c'est vraiment répondre à la question, mais en tout cas, on essaie de les faire, de les aiguiller un peu sur les prochaines technos, les prochaines tendances. Et après, à croître et autres, effectivement, on essaye de les préparer le plus possible aux entretiens, enfin de les coacher, de répondre vraiment à toutes les interrogations. L'idée, c'est vraiment bah, voilà, de les aider complètement, quoi. Parce que tout à l'heure, Johan, il parlait de un jour par semaine où il fait du réseautage, où il développe son réseau d'affaires. Finalement, si je suis staffé 5 jours par semaine chez mon client, j'ai pas le droit, j'ai pas le temps de faire du développement commercial, de détecter les besoins, d'être à l'écoute du marché, d'étudier, de faire de la veille commerciale et technique. J'ai pas le temps de faire ça. Finalement, les apporteurs d'affaires, vous faites ce travail commercial-là avant vente pour les freelances qui sont en mission, quoi. Exactement. Et Ouais, ça, tout au long de l'année. Et avec l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos freelances. D'où l'importance de les suivre en mission régulièrement, une fois tous les 3 mois ou au besoin tous les 4 à 6 mois. Mais c'est cette proximité-là qui nous permet d'anticiper.
je vais rebondir sur la question là ici par exemple. Alors Anthony a déjà eu des réponses d'Alexandra dans le chat, hein. Comment ça se passe effectivement? Ça arrive qu'il y ait des frics qui soient en ESN et qui veulent rester chez leurs clients et qui veulent changer, qui veulent sortir de l'ESN pour mais rester chez le client. Comment ça se passe contractuellement? Comment In-situ intervient? Parce que ça reste quand même, ça peut être délicat vis-à-vis du client, quoi. Il faut pas qu'il y ait déjà de clause là-dessus. Enfin, il peut y avoir une clause, effectivement, ça va dépendre de l'ESN. Mais déjà, c'est lever ce doute-là pour être sûr que le futur freelance va pouvoir intervenir du coup au sein de la même structure sur le même projet. Ça, c'est la première question, enfin la première réponse du coup je peux donner. Après, moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi une relation qu'a entamé le freelance, ou en tout cas le freelance en devenir, avec son client actuel. Ouais. Donc, du coup, autant poursuivre cette relation-là entre les deux parties. Je pense que si un freelance veut poursuivre sa mission qu'il avait en ESN, il voit avec l'ESN, le client, son client actuel, en fait, et lui, pour s'arranger. Et si jamais il n'y a pas de frein, ben on avance, nous, pour le porter si besoin. S'il y a un frein, c'est le client qui dira no go, et nous, ensuite, on l'accompagnera pour aller chercher d'autres sujets chez d'autres clients. Mais on laisse, par souci d'équité, le freelance en devenir s'arranger avec son client et son ESN. Ouais. Ça, alors, du coup, je rebondis, hein, parce que le sujet, on avait l'intention de l'aborder. On a vu aussi des devs ou des ingés qui passent en indépendant, mais qui se font reporter par la même ESN pour aller chez le client, ce qui permet de ne pas contredire le contrat commercial initial. Mais dans ce cas-là, les commissions que prennent les ESN sont souvent supérieures à celles des porteurs d'affaires, parce qu'ils veulent protéger les marges sur les salariés. Comment on fait? Ça arrive souvent que les frics qui se lancent, voilà, ils se retrouvent à se faire porter par une ESN avec des commissions exorbitantes. Quand on n'a pas l'habitude du marché, quand on est nouveau sur le marché, c'est quoi? Qu'est-ce qui est beaucoup ou pas beaucoup comme commission? Tu veux dire pour les ESN, c'est ça? Non, mais quand tu es freelance et que tu passes par un portage commercial, qu'est-ce qui est raisonnable comme commission? Alors en fait, ah oui, tu veux juste, parce que là, si on peut parler des commissions complètement de manière transparente, hein, Ouais. nous, ça varie vraiment, on va dire de 6 à 15%. Ça va dépendre si, du coup, tu apportes ton affaire ou si nous, on t'apporte l'affaire. La commission aussi, elle va varier, du coup, des contrats qu'on a négociés avec certains de des grands comptes, quoi, de la durée de la mission. Enfin voilà, on est toujours en totale transparence, c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est d'être présent. On peut vous répondre en prenant rendez-vous. Parce que là, je ne vais pas étaler en fonction des différents comptes. Enfin, voilà, c'est des contrats qui ont été négociés. On a essayé en fait de créer un panel de commissions pour répondre à chaque cas de figure pour un freelance qui se lance ou qui souhaite poursuivre sa mission. Donc, en gros, si j'ai trouvé mon client moi-même et qu'à la fin, le client me dit, par contre, je ne peux pas te référencer en direct et que je viens voir In-situ, je serais en dessous de 10%, je serais peut-être entre 6 et 8. Si je viens voir In-situ parce que j'ai du mal à trouver des missions et qu'In-situ me trouve une mission, là, on sera entre 12 et 15, c'est ça? Oui, okay. Tout à fait. Même des moments, oui, c'est ça. Voilà, Jean-Michel nous dit, ça va de 6 à 15 en fonction de... Il n'a pas fini la phrase, mais j'aime bien les phrases pas finies. Ça me plaît. Ok. Alors, je vais reprendre des questions parce qu'il y en a qui sont passées. Genre Nicolas Braque tout à l'heure demandait est-ce que vous avez des conseils pour se démarquer lorsqu'on se débute en tant que freelance? Je trouve que le sujet est assez intéressant parce qu'effectivement, tout à l'heure, Nawal, par exemple, tu mentionnais le fait que les expériences qu'on a pu avoir en ESN ou chez le client final, elles ont toujours valeur. Hein. C'est toujours nous qui les avons prestées, ces missions-là. Et on peut les valoriser. Mais même, il y a des gens qui se lancent en freelance, jeunes diplômés et sans expérience. Quels sont vos conseils pour les gens qui se lancent aujourd'hui et qui veulent se démarquer, quoi? Déjà, faire un beau profil LinkedIn, un beau CV, ça permet quand même de se démarquer, bien rédiger ce qui a été fait dans les missions. Parce que si on dit chef de projet, et juste j'ai fait un cadrage et j'ai juste une ligne, les clients ont du mal à se projeter. Donc du coup, l'idée vraiment pour se démarquer, c'est se faire un CV au propre en se disant voilà,
tout ce que j'ai fait, je me le liste. Et après, nous, clairement, Nicolas, on peut t'aider à vraiment trier, mettre ça en avant ou ça, on va dire, bah non, c'est pas trop pertinent. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de tout lister ce que tu as pu faire. Enfin, moi, je pense que c'est ça la Ouais. principale Ouais, en listant l'ensemble de tes activités, de tes client. réflexes, Enfin, entre guillemets, tu vas commencer à construire ton offre de service. Et c'est ça qu'on va aller, Ouais. nous, valoriser auprès du client. Ça, c'est un peu le dossier de compétences finalement. Vous le faites C'est dans ça. WeDesk aujourd'hui? Comment? Que c'est quelque chose qu'on fait sur WeDesk? Oui, directement. En fait, nous, on demande aussi aux freelances de construire son CV, son profil sur WeDesk, notre plateforme in situ, de façon à ce que c'est lui qui répertorie l'ensemble de ses activités Ouais. en son nom, avec ses propres termes. Il y a une question de Hotman ici qui marche sur ce thème, hein. Il a l'impression qu'il est obligé de se brader parce qu'on considère que comme un CV, comme des années d'expérience, la majorité des freelances qu'il y a dans WeDesk, ils ont d'abord fait un entretien avec un bizdev chez InSitu. C'est pas normal si on arrive à proposer un TJM sans avoir eu une qualif. Il faut parler, Oui. faut prendre le temps de rencontrer le client. C'est déjà, je pense que quand on est free, ça nous paraît pas clair que c'est important de parler, de faire un rendez-vous commercial ou d'avoir un rendez-vous de qualif. C'est important d'arriver à ce niveau-là. Comment, moi maintenant, j'ai fait mon dossier de compétences, j'ai fait la liste des choses là. C'est comment j'arrive à aller dans ces qualifs-là, comment j'arrive à obtenir ces rendez-vous-là. Bah, avec notre aide. Nous, sûr. c'est nous, finalement, qui allons creuser les sujets. Nous, on les creuse constamment, tout au long de l'année. Moi, nous, on est chez nos clients, au même titre que Manon, Samir, Tiffen, enfin, l'ensemble de l'équipe commerciale ici chez InSitu. On est constamment soit en suivi de mission, soit en suivi client. Donc, à partir de là, on récupère les sujets qui sont sur étagère ou à venir. Et après, on les propose aux freelances qu'on rencontre. Et en fonction des sujets qui vont se présenter, eh ben, nous, on va donner ces billes-là au freelance et lui va construire son offre de service, la valoriser pour se rendre, remarquable sur les sujets que peuvent traiter aujourd'hui nos clients en région lilloise. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. C'est juste que Damien, je pense Non, ça a qu'il du commence sens. à lire tu commences à lire tous les Non, mais commentaires et là il moi, je dit dois gérer tous les commentaires. Ouais, non, c'est ça. Ce que vous dites est pertinent. Moi, je comprends l'idée de. Enfin, moi, ça me paraît très très clair l'idée de développer une offre de service. Finalement, c'est répondre à la question quel type quel type de mission je veux apporter. Enfin, quelle valeur je veux apporter au client. Pour moi, c'est super clair. Il n'y a pas de souci. Et oui, je comprends tous les trucs. Et oui, j'essaie de suivre la conversation dans le chat en même temps. Et elle est très active. Tac. Celle-là, on y a répondu. Celle-là, on y a répondu. Est-ce que le full remote, aujourd'hui, est-ce que le full remote, c'est de plus en plus populaire sur la mission ou pas du tout? Est-ce que cet aspect-là, il a changé? C'est quoi votre recommandation aujourd'hui pour les indépendants? Ça dépend vraiment, enfin je vais faire une réponse de Normand, là je suis désolé, ça va vraiment dépendre des comptes clients. Généralement le full remote, il y en a quand même beaucoup plus sur les startups, on va dire. Par contre sur les grands comptes, ça va dépendre bien entendu des projets, mais effectivement on demande un peu de la présence sur site parce que le client, encore une fois ça va dépendre, enfin ça dépend du profil. Effectivement, un développeur, il peut être à distance, ça va pas poser de problème. Par contre, un Scrum Master, un chef de projet ou autre, forcément, c'est plus compliqué d'être à distance. Enfin, il faut quand même qu'il lead un peu le projet, il faut quand même qu'il rencontre les gens. Le moment à la machine à café, il est hyper important parce que du coup, ça permet de faire avancer les choses. Donc voilà, je pense que ça dépend des contextes et des comptes. Et puis en plus, dans ton offre de service au même titre que InSitu, enfin, nous, chez InSitu, on vend, ou en tout cas, on propose cette proximité. Et bien, le freelance, il doit nous rejoindre là-dessus. Il doit proposer cette proximité auprès de son client pour pouvoir répondre à ses demandes. Donc, et vraiment, la proximité aujourd'hui, ça devient une valeur intrinsèque, mais auprès de tous, que ce soit freelance, client et même nous, apporteurs d'affaires. Je pense que Chris est plus connecté, Julien. C'est rien de l'interpeller. Il est juste passé pour faire coucou dans le chat.
En vrai, donc du coup, je veux dire, si moi je suis indépendant et je veux chercher que du full remote, il y a une période dans laquelle je vais pouvoir adresser, il y a un marché à adresser, hein, comme tu disais, Jules, qui seront les startups, etc. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de compétition entre les prestataires, du coup, pour ces missions-là. À un moment, me chercher des missions où il y a du sur-site, où il y a de l'hybride, finalement, ça m'ouvre. Ah, il y a Greg qui est revenu, super. À un moment, aller chercher des missions sur site, ça m'ouvre un autre marché. C'est pas incompatible de trouver, c'est pas incompatible de trouver des missions, de chercher des missions full remote ou de trouver des missions sur site, quoi. Est-ce que c'est bon, ça vous va comme synthèse de la réponse? Très bien. Ouais, franchement, c'est bien. Tac, qu'est-ce qu'on a? Full remote, c'est bon. Ça, on y a répondu. Moi, je voulais, ouais, cette question-là, elle me paraissait intéressante. Est-ce que vous avez des variables ou pas? Les apporteurs ont une commission sur les missions de freelance. Oui, tu veux dire, est-ce qu'on a des variables, nous? Oui. Est-ce que plus le freelance gagne de l'argent, plus Jules gagne de l'argent ou pas? Bah, c'est le principe, effectivement. Donc, on a intérêt, si tu veux, à vendre plus cher le freelance, parce que du coup, la commission, elle est en fonction de son TJM. Donc, forcément, on veut lui faire gagner plus d'argent. Après, on dépasse jamais les 15%. Nous, on rétribue cet argent au freelance. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se met un blocage pour se dire, tout l'argent qui est au-dessus, bah, c'est le freelance qui les récupère. Hop, alors, ils sont partis sur un truc, comment fixer le TJM de manière compétitive. Le TJM peut être trop bas, ça a l'impression que le freelance n'est pas bon. Je suis d'accord avec Jean-Michel là-dessus, hein. Effectivement, un TJM trop bas, ça n'a pas forcément de sens. Le client peut se poser des questions, et ça peut aussi se dire, ah bah, il est peut-être pas très bon, quoi. Donc je pense que, ouais. En fait, on fixe les TJM au juste prix, en tenant compte de plein de critères. Et les critères, que ce soit du côté du freelance ou du côté du client. Ouais. De manière générale, finalement, le TJM il est sur l'appel d'offres, hein, sur la RFC, sur la RFQ c'est ça. général. Donc de toute façon, le TJM est rarement négociable, j'imagine. Si. Honnêtement, il est négociable. Il est très négociable. En fait, c'est la transparence, encore une fois. Hein. Plus tu es transparent, plus tu dis OK, on y va, est-ce qu'on brade, est-ce qu'on peut aller un peu en dessous, histoire de maximiser les chances de récupérer la mission, ou en tout cas un entretien avec le client, ou est-ce que tu veux rester à ce TJM-là, en sachant que moi, je te donne de la visu sur le marché, on n'est pas tellement dans la grille, donc tu risques de te fermer des portes. Et même, tu vois, le fait d'être proche de ses clients et en même temps transparent aussi sur les commissions, du coup, ils savent qu'on n'est pas, entre guillemets, à se gaver, hein, pardon pour le mot. Et donc, du coup, ça permet aussi derrière, le client va peut-être aller des moments vers les achats en disant, ah là, j'ai vraiment un profil, ok, on dépasse un peu, mais on va se débrouiller pour que ça passe, quoi. Il y a un sujet, parce on est passé à côté pas mal de fois, on l'a effleuré à pas mal de fois. On est d'accord, je peux venir vous voir en étant salarié d'une entreprise, que ce soit une ESN ou un client final, pour déjà discuter avec vous des missions que je veux faire, de la création de mon statut, etc. Complètement. Et après, effectivement, on s'est entouré aussi de partenaires. Je sais pas si on peut faire un instant pub, Damien, là-dessus, mais c'est un instant pub. De toute façon, ça fait 45 minutes de pub, là, on est bon. Mais par exemple, l'idée, ça a été vraiment de construire. Donc nous, on apporte du coup des missions. Mais du coup, pour aider les freelances à choisir le bon statut, donc par exemple une SASU, une auto-entreprise, enfin voilà, nous on n'est pas des experts comptables, donc on s'est entouré d'un cabinet d'experts comptables spécialisé pour les indépendants, donc qui s'appelle Number. On va aussi leur proposer une offre bancaire, donc avec Blanc, une prévoyance. Enfin, l'idée, voilà, c'est vraiment de les accompagner tout au long de leur vie de freelance. Ouais, et puis en leur proposant une multitude de services, mais avec des partenaires qui sont plutôt experts sur la chose. On a les bases, bien. Voilà, on a les bases, pardon. Sur le statut freelance, essayer de ne pas rester coincé sur la micro-entreprise. Hein. La micro-entreprise, finalement, en termes de papier, on fait des papiers tout nous-mêmes, c'est assez laborieux. Faut prendre le prélèvement délibératoire de l'impôt, etc. Ça peut être très, très... moi, je trouve que ça me prend moins de travail, ça me prenait moins de travail personnellement de demander à Number pour une dizaine, centaine d'euros par mois de faire tous les papiers à ma place que de faire tout moi-même en micro-entreprise. Et honnêtement, si vous facturez 500 euros par jour, vous allez vite taper les plafonds, quoi. Donc n'hésitez pas à avoir un peu la main lourde là-dessus.
Anthony pose la question. Alors moi, je ne l'aurais pas posé parce que c'est vrai que vous êtes biaisé dans la réponse. C'est quoi, d'après vous, en tant que porteur, c'est quoi l'intérêt de passer par un porteur plutôt que par une ESN? Pourquoi, de manière générale, pour le freelance, c'est quoi l'intérêt, quoi, Mais parce par que nous, rapport à on est quand des tu étais salarié? spécialistes du freelancing finalement. Le Mais SN, même, elle a un modèle qui fait que elle a toujours construit sa relation client sur ce modèle-là. Nous, tout de suite, et depuis 2007, on est spécialiste du freelancing. Donc, du coup, on sait amener les sujets aux candidats freelance qui vont être importants pour lui, et aussi les sujets où on sait que le client va être ouvert sur le prestat en freelance. Et même au-delà d'intéressé par un statut freelance, le client, il va peut-être plus se projeter avec un freelance en sachant qu'il va s'engager, qu'il ne va pas ou plus être volatile, et en tout cas avoir cette réputation qu'il avait encore il y a 2 ans. Donc, du coup, comme pour lui, c'est complètement démocratisé, et il va plus se diriger sur un candidat freelance parce qu'il sait que le freelance qui ne travaille pas, il n'est pas payé. alors, Donc, du coup, Alexandra a raison, on est un peu passé à côté de la question. Genre, la question, c'est salarié en ESN versus freelance avec un porteur. Tu vois. Ah, Il y a, ok. il y a l'intérêt aussi de pouvoir gérer son patrimoine soi-même, d'avoir une structure en IS qui peut gérer les choses, pouvoir gérer ses prix soi-même, de pouvoir gérer sa mutuelle soi-même aussi. Il y a plein de choses qu'on peut gérer soi-même. Surtout si on est sur une question, sur une SARL ou une SAS. Jérôme disait aussi que finalement, il y a beaucoup de gens qui passent en indépendant pour gagner plus. Si c'est plus flexible et qu'on gagne plus d'argent, Nawal, pourquoi tout le monde n'est pas passé en freelance? Parce que c'est Question posée par une autre personne, hein, pas toujours là. très français, le CDI, je trouve. Moi, Très français. Alors, ça ne m'engage que moi. Oui, non, mais en fait, c'est que là, il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de paramètres, quoi, à prendre en compte. Les ESN, elles ont encore un monopole. Enfin, voilà, elles sont bien implantées chez clients. Nous, ça fait 17 ans qu'on travaille, donc on est bien connus, reconnus. On est l'un des leaders en France. Voilà, l'idée, j'ai envie de te C'est dire. d'en échanger, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une impression de sécurité, hein, comme dit Jérôme aussi. Hein, quand on est salarié, on se sent en sécurité. Mais si vous suivez les webinars d'Insitu qu'on fait depuis 2 ans, on a abordé pas mal de sujets, hein, comme l'accès à la propriété immobilière, bien sûr. Au final, en fait, au final, quand même, l'intérêt en termes de sécurité quand on est indépendant, c'est que on dépend pas d'un tiers sur notre business. On a notre propre clientèle, nos propres revenus, notre propre trésorerie. Alors que quand on est salarié, on dépend de l'entreprise. C'est l'entreprise qui gère ça, tout ça pour nous. Donc, cette sécurité-là, quand on est en entreprise, quand on est salarié en entreprise, on a l'impression qu'on l'a. Quand on est freelance, c'est à nous de la construire, mais en même temps, on peut pas nous l'enlever, quoi. On peut pas nous la prendre. Et puis après, sur les craintes, ou en tout cas les freins que peuvent avoir certaines personnes sur le passage en freelancing, tu as le passage en portage salarial qui se fait un peu plus en douceur. Tu gardes les avantages du CDI, mais en même temps, tu es considéré comme freelance. On parle TJM, on est autant transparent, etc. Et puis, tu as ce niveau d'indépendance qui te permet à la fois de choisir ta mission, etc. Donc, du coup, moi, à mon sens, le portage salarial, il est fait dans un premier temps pour ces personnes qui sont un peu freinées de se lancer directement dans le game du freelancing et complètement indépendant. On en discutait justement avant avec Nawal. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire une transition, on va dire, en douceur, non pas en douleur, en douceur, pour ceux qui sont du coup moins à l'aise aussi avec l'administratif, quoi. Ceux-là, ils choisissent vraiment le portage salarial. D'ailleurs, on a des personnes chez Insitu, portage, du coup, ça fait plus de 10 ans qu'ils font du portage avec nous. Ils disent non, je veux pas quitter le portage, ça me va très bien. Et inversement, il y en a qui sautent directement, qui sautent le pas directement pour aller vraiment sur le côté entrepreneurial et avoir leur structure. Alors, sur le portage salarial, hein, Julien, je me permets de rebondir. Tu peux retrouver sur la chaîne Insitu sur YouTube, on a fait un sujet sur le portage salarial. Insitu, c'est faire les deux. Hein. Tu peux être porté commercialement et porté salarialement en plus.
Et effectivement, dans ce webinaire-là, la personne qui témoignait, c'était un ancien chef d'entreprise qui, du coup, avait géré les entreprises avant et qui était très content aujourd'hui d'être en portage salarial et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout. Un des sujets qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est l'encaissement aussi. En fait, quand on est freelance, se faire payer, ça peut être très compliqué. Même si on n'est que porté commercialement, qu'on n'est pas en portage salarial, le In-situ s'occupe de l'encaissement et peut garantir des délais de paiement. Et ces délais de paiement, d'ailleurs, cette gestion de la trésor et de l'encaissement doit être à la mesure de la commission. C'est-à-dire que si le porteur que je prends, qui peut être in-situ ou non, ne me garantit pas un délai de paiement, ça ne vaut pas le coup de payer une commission élevée, quoi. C'est quoi généralement les... En fait, tu vois, en tout cas là-dessus, premièrement, je pense qu'il faut déjà bien vérifier avec quelle société, que ce soit apporteur d'affaires, portage salarial, tu travailles. La santé financière vraiment de l'entreprise, du coup, c'est un critère à regarder quand on est freelance ou quand on est en portage salarial, parce qu'en fait, il y a vraiment une multitude de structures qui sont plus ou moins solides financièrement, et malgré certaines levées de fonds très importantes pour certaines structures, il y en a qui font faillite, et du coup, certains freelances ou certains en portage salarial n'ont pas été payés. Donc voilà. Ensuite, il faut vérifier tout ce qui est conditions de paiement, comme tu disais, et options possibles. Bref, on va pas faire, c'est pas le sujet de l'objet du webinaire, mais voilà, nous chez In-situ, on est une structure qui est sérieuse, qui existe depuis plus de 17 ans. On n'a jamais fait de levée de fonds voilà, là-dessus. Donc pour répondre à la question de comment et quand on est payé, ça va dépendre vraiment si tu es en portage salarial ou en freelance. On va prendre un exemple, je pense que c'est le plus simple. Donc si tu commences ta mission le 1er janvier, donc tu presses tout le mois de janvier, en freelance, tu vas envoyer tes factures le 31/01 et tu seras payé le 10 mars. Donc en gros, tu as 40 jours, c'est 40 jours. En portage salarial, tu seras payé le 2 du mois suivant au maximum, soit le 2 février, si je reprends mon exemple. Alors il y a une question sur est-ce que vous pensez que la fiscalité elle va changer. Vraiment, sur les questions de fiscalité, Sadoc, c'est pas les bonnes personnes là en face qu'on a. Ils auront des opinions politiques sur le sujet, mais c'est pas des experts en fiscalité. Il y a Fabien qui demande aussi sur si vous avez des missions en région parisienne. C'est vrai que vous n'avez pas d'agence à Paris. Par contre, vous avez parfois des missions qui sont en région parisienne, donc ça vaut quand même le coup de vous contacter, quoi. Ah, complètement, surtout, alors je parle pour mes collègues lillois, mais effectivement, Lille, c'est à 50 minutes de Paris. Donc effectivement, on a des clients parisiens. Et même moi, à Nantes, j'ai des clients parisiens. Donc, parce que Nantes, c'est 2 heures de Paris aussi. Même Lyon a des clients parisiens. Oui, c'est vrai, Maximilien. Paris, il n'y avait pas d'intérêt, ou en tout cas, je pense, ou peu d'intérêt à s'installer à proprement dit sur Paris. Mais comme un peu tous les acteurs dans ces sujets-là de prestations intellectuelles, on fait du front-back. On récupère les sujets, on les fait prester soit depuis Paris, soit depuis Lille, où se trouve le consultant. Donc là, c'est easy. Je trouve ça rigolo qu'à Lille, on soit le nearshore des Parisiens. De toute façon, alors, il y a la particularité que pour un client, alors, toujours par rapport à mon expérience, mais un client parisien m'avait dit une fois, comme on a des bureaux à Lille et que les TJM ils sont un peu moins élevés à Lille, ben moi je serais très regardant d'avoir des consultants lillois pour traiter mes sujets parisiens. C'est-à-dire que quitte à se mettre en indépendant pour adapter son équipe vie privée, vie perso, tu vois, est-ce qu'on a vraiment envie de rester en région parisienne? Si t'as pas de raison de rester en région parisienne et que tu as envie d'aller dans une ville de moyenne taille, quand même, le marché du freelancing, il a quand même plus et c'est plus développé dans la région de moyenne taille, dans les villes de moyenne taille. Et puis, on a suffisamment de sujets ici en région lilloise pour aller attaquer ceux de Paris et s'installer à Paris. Bah, Fabien s'y pose la question, c'est sûrement qu'il est à Paris. Fabien, en vrai, est-ce que tu veux venir en province, quoi? C'est la question qu'on te pose. En vrai, on a explosé le score en termes d'audience, en termes de temps de webinar. L'audience, elle commence un peu à baisser. Je vous propose de poser vos dernières questions. Il reste 5 minutes. La première question qu'on va prendre dans les temps additionnels sur la question de Patrick Taï-Nguyen qui nous demande: est-ce que le marché du freelancing est tendu à Lyon? Il faudrait demander à vos collègues, mais est-ce que vous savez Maximilien. Maximilien a répondu à 12h55, donc
J'avoue que moi, je ne suis pas du tout à Lyon. Et Greg dit que Paris c'est chouette, hein, c'est pour ça que son associé il est en Moselle quoi. Ouais, c'est parti. Le marché du freelancing, je me rappelle plus, c'est où déjà? J'ai un H. Le marché Lyon, c'est dynamique. Oui, Lyon, c'est dynamique, hein, effectivement, il n'y a pas de... Ok. Ça documente, C'est il va être chouette, que sur le Paris, marché pourtant. Ah oui, français. mais Bah alors, c'est il y très a des chouette, Belges Paris, qui hein. sont là. Tu dis quoi? Oui, est-ce que c'est chouette Paris? Non, oui, c'était moi qui disais ça, hein, pour être provoquant, qui troll les Parisiens, bien sûr. Paris, c'est chouette. Le week-end, on était entre le 15 juillet et le 15 août, environ, enfin, à peu près. Il y a beaucoup de concurrence à Lyon, nous dit Raoula. Hop. Haguenau, merci Greg. Ah. Hop. Maximilien nous répond. Alors forcément, vous voyez là ici, là, on est sur la latence. Ok. Sachant que alors si vous connaissez pas trop la géographie, Haguenau c'est quand même plus près de Strasbourg que de Metz. Hein. Mais ils sont Merci encore à pour, Pâques, merci bien pour sûr. le cours de géographie, Damien. Pas de souci. N'hésitez pas. On peut faire un débat Valence, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, si vous voulez. Est-ce que est-ce que vos collaborateurs à Valence, ils sont plus grenoblois ou plus lyonnais? Voilà. Tu veux dire les Valentinois, c'est ça? Les Ou les Valentinois? Valence... Non, c'est pas la Valentinoise. C'est des Si, je crois que c'est Valentinois pour moi. Oui, c'est Valentinois. Gentilly, Valence en France, parce qu'il faut pas se confondre avec Valence en Espagne. Hein. En Espagne, ouais. Valence dans la Drôme sont appelés c'est les en- Valentinois, tout à fait. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Tu me croyais pas en fait. Moi, c'est pas que je te crois pas, c'est que Wikipédia aura raison sur toi à la fin. Alors, c'est pas une question de confiance, hein, c'est vraiment only Wikipédia. Je ne crois qu'en Wikipédia. Moi, je me suis déjà fait éclater parce que j'avais dit Tourangeau. Non, attends, j'ai dit quoi? Ouais, c'est ça, Tourin, les Touraines. Et les Tourins et les Touraines au lieu des Tourangeaux et des Tourangelles. Sachant que les gens qui habitent dans la région de Touraine sont quand même des habitants des Touraines de. Je suis perdu. Voilà, vous êtes perdu. La Drôme, nous disait Ned. Voilà. Ok, et ben c'est la fin. Il est déchaîné le chat, donc je vais vous laisser taper la discute dans le chat sur le N'hésitez pas, le générique de surtout fin. pour les questions, etc. Ça continue même après et sur le chat au besoin. Ou sinon, vous pouvez nous contacter chacun d'entre nous là et en région. Je vois qu'il y a l'équipe lyonnaise qui est très présente, l'équipe lilloise heureusement, et l'équipe nantaise aussi. Donc du coup, il ne faut pas hésiter. Valence, Grenoble. Ah, c'est chouette. Et Donc, Rennes, du coup, Rennes, c'est la banlieue de Nantes. Comment ça se passe, Jules? Il y a quand même une petite heure 30 de voiture. Hein. Je l'ai fait en TER la dernière fois. Il y a un express. Il y a un express. Bon. Oui, je pense que Nantes, moi je travaille principalement à Nantes, donc Nantes est, je pense, un peu plus dynamique. Après, on a des clients à Rennes aussi, hein, donc LinkedIn user, tu peux me contacter et on discutera avec grand plaisir. Le LinkedIn user qui posait la question, c'était Maud Delavaux qui avait posé la question. La Bretagne, bien sûr. Voilà, je vous laisserai débattre. Du coup, merci. Contactez tous les gens en chat, contactez Nawal et Jules pour échanger. Et je vous laisserai débattre dans le chat de est-ce que Nantes c'est la Bretagne ou non, est-ce que Saint-Étienne, Lyon, etc. Les gardes-clochers, je trouve ça fascinant que 2 ans après, on arrive à les faire encore. Merci beaucoup. Est-ce que c'était cool, Nawal et Jules? Trop bien. À bientôt. À bientôt.